Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo, et aujourd'hui on accueille donc les deux créateurs de la chaîne Exitium qui vont donc nous parler de leur segment pour les lettres de l'angoisse, leur segment avec la lettre Q pour quarantaine. Et du coup moi la première question que je pose à tout le monde, comment vous avez fait le chemin depuis cette lettre jusqu'à arriver à votre concept de votre scénario? Déjà, l'idée de faire quarantaine, parce que Q, il n'y a pas beaucoup de mots qui sont intéressants avec Q. On avait parlé de quarantaine ou éventuellement quintessence, mais on ne voyait pas trop comment est-ce qu'on pouvait trouver quelque chose avec quintessence. D'ailleurs, à la base, c'était même pas forcément un projet qui devait se faire dans une salle de bain. On était carrément parti sur un projet type backroom. On comptait d'ailleurs pranker Anthony en filmant ça avec un caméscope et lui envoyer pour le faire galérer à récupérer la vidéo. Mais au final, on s'est dit c'est un peu trop compliqué pour le temps qu'on va y consacrer. Donc, avec Logan, on est plutôt parti sur un scénario en huis clos avec la salle de bain et une comédienne avec qui on a pas mal tourné dernièrement et avec qui on aime bien réaliser, qui s'appelle Laura Eva Zimmer, donc qui a également sa petite communauté aussi sur TikTok. Donc, ouais, il y a eu déjà un avant, avant qu'on arrive à ce projet. Et ensuite, il y a eu une première version de scénario qui avait été faite dans cette salle de bain, mais qui a été ensuite convertie, bien rattrapée par Logan. Ouais, en fait, le projet a pas mal évolué. Et ça, c'est un problème qu'on a un petit peu de manière générale, et je pense un peu tous, hein, c'est que c'est vachement ambitieux à chaque fois. On se dit, c'est quand même très ambitieux là, il faut peut-être qu'on baisse un petit peu. Au début, on était sur quelque chose d'effectivement très backroom, limite tout en fond vert, faire des décors en 3D et tout ça. On s'était un peu dété, on était en plein dans notre saison 2 des Chroniques du Chaos, donc on s'est dit, écoute, là, ça devient compliqué. Du coup, Jérôme a remanié une première fois le scénario en faisant un huis clos dans une salle de bain. Mais du coup, la finalité était vachement plus... c'était quelque chose d'un peu plus univers virtuel. On était plus vraiment sur un peu cet épisode de Black Mirror avec la VR. C'était un truc un peu comme ça, mais comment dire, l'ambition était un peu plus solide, parce que c'est vrai que juste avant, moi j'avais fait une autre version qui était encore trop ambitieuse, avec de l'extérieur, des militaires, des trucs. Je sais pas si tu te souviens de cette version. Si, ouais. Un peu ambitieux. Pour le coup, là, c'est vrai que c'est ce qui se rapprochait le plus d'un titre quarantaine, puisqu'il y avait effectivement des zones confinées, des couvre-feux, des gens qui ne pouvaient pas sortir, avec un hôpital. Ouais, il y avait pas mal de trucs. C'était un peu flou, mais effectivement, on était sur quelque chose d'un peu plus ambitieux. Puis c'est toi qui as réduit à ce huis clos. Et ensuite, moi, je suis repassé une dernière fois pour en faire une version, la version qu'on a eue là, où tu m'as dit de prendre un peu plus la main là-dessus, quoi. C'est ça. Donc, sur la fin, on était sur un univers virtuel, mais franchement, le truc de l'univers virtuel, je voyais pas trop où ça allait. Et j'avais confié le script à Logan en mode, vois ce que tu peux faire là. Là, j'ai pas d'idée, j'arrive pas à voir où ça va. Et Logan avait proposé justement de convertir cet univers virtuel avec la présence d'un parasite, et que ça devienne une allégorie en fait des défenses immunitaires, de l'épidémie, de la maladie. Du coup, comme ça, on restait dans le thème de la quarantaine, pas dans le sens où les gens sont forcément confinés chez eux dans le côté huis clos, mais vraiment dans le côté épidémie virale, quoi. Donc on est parti sur ce script-là, et puis on y a intégré même tous les sous-textes qu'on voulait mettre au fur et à mesure, les différentes lectures qu'on trouvait intéressantes, quoi. Parce que même cette version n'a pas été la finale finalement. C'est vrai que j'y pense, mais on avait fait différentes versions. Je me souviens que j'avais réécrit 2 ou 3 fois suite à tes retours notamment. Et on est arrivé du coup à cette version finale. C'est vrai qu'en plus, je trouve qu'il y a un truc qui est super intéressant dans votre court-métrage, c'est que quand il démarre, moi au début je me suis dit ça va être juste, entre guillemets, juste une personne qui fait une crise d'angoisse dans une salle de bain. Et moi qui ai déjà pu faire des crises d'angoisse par le passé, je me suis dit waouh, ça marche totalement sur moi. Et après on voit que ça part gentiment sur autre chose petit à petit. Et justement, je trouve qu'il y a différentes couches de lecture qui s'ajoutent petit à petit dans votre segment.
Et alors, je sais pas si vous êtes d'accord d'en parler, parce que ça, je pense, c'est le propre de l'interprétation, et on aime tous que laisser libre cours à l'interprétation, mais vous, est-ce que vous êtes d'accord de me dire votre propre interprétation de votre segment? Ou pas? Bah, moi oui, je suis pas contre. Après, j'aime effectivement beaucoup l'idée que on puisse se l'approprier. C'est-à-dire qu'on puisse s'approprier l'idée en se disant un peu... Enfin, tu vois, je veux dire... Moi, je vais dire mon interprétation, mais je trouve que ça ne devrait pas invalider les autres interprétations, tu vois. Parce que c'était l'idée de ce court-métrage d'en faire quelque chose de très libre et d'assez ouvert dans les différents... comment dire, dans les différentes lectures qu'on allait offrir. Moi, personnellement, j'avais pas en tête vraiment une interprétation précise de chacune des lectures. Je savais que l'histoire principale, la trame principale, c'est cette histoire de Parasite. Voilà, c'est le truc le plus clair. C'était de se dire que cette salle de bain, elle représente le dernier endroit de la santé mentale, comment dire, de la conscience de la personne. En fait, pour moi, l'idée, c'était que c'est un peu comme un personnage qui se fait comment dire, infecté par un virus, un parasite, et qui progressivement perd sa conscience. C'est un peu comme une infection dans un truc comme The Last of Us ou un truc comme ça. D'ailleurs, on avait hésité à en faire vraiment un truc The Last of Us, quoi. Mon inspiration principale, elle vient d'un truc très précis. Elle vient d'un bouquin qui s'appelle, enfin, d'une adaptation en bouquin de Halo, qui s'appelle Les Floods. Et il y a un segment de l'histoire qui se passe sur un personnage qui se fait infecter par les parasites dans Halo. Et en fait, on le voit lentement perdre sa conscience. C'est-à-dire qu'on voit combattre le parasite qui est en train lentement de lui bouffer son corps, mais qui devient donc passager un peu de son corps, tandis que le parasite commence à faire des horreurs à travers lui. Et pour moi, c'était un peu la même idée. C'était qu'on avait du coup cette personne qui ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais qui, en gros, est protégée par les cloisons de la salle de bain, qui représentent le dernier endroit où elle est en sécurité. Et à tel point que, comme on le sait avec les défenses immunitaires, elles ont tendance à répondre de manière assez violente, même à nos propres actions, pour nous protéger. Là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe quand elle essaye d'ouvrir la porte. À l'extérieur, c'est le virus. À l'intérieur, c'est son dernier endroit en sécurité. Mais on voit que les parois commencent lentement à se désagréger, à perdre au fur et à mesure. En tout cas, c'est la principale. En tout cas, c'est la trame principale. Ensuite, il y a effectivement tous les sous-textes. C'est un point de vue et un apport qui est beaucoup plus élégant que ce que je vais raconter. Mais alors, je vais parler un peu de ce qui se passe au cours de la vidéo, mais effectivement, à la fin, je préférais que ce soit sujet à l'interprétation, donc je vais pas trop parler de la conclusion. Mais en fait, de temps en temps, je sais pas si ça vous arrive, vous allez dans des toilettes, dans des lieux publics, ou alors chez quelqu'un d'autre ou quoi, et il y a quelque chose où vous savez que vous êtes dans un endroit où l'intimité est précieuse, et vous êtes aussi en quelque sorte vulnérable parce que vous pouvez faire vos besoins, ou alors même des fois vous allez vous y réfugier parce que par exemple vous avez besoin de passer un appel, vous avez besoin d'un moment pour vous en fait. Et ce moment que tu passes dans un endroit qui est pas forcément le tien, tu vois, tu te dis c'est peut-être la pièce avec le plus d'intimité que tu peux avoir dans un lieu où tu peux avoir des gens et des fréquentations. Mais en même temps, la salle de bain, c'est un endroit où tu n'as absolument pas envie de te faire attaquer parce que la chambre, tu peux aller ailleurs. La salle de bain, c'est un cul-de-sac. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs dans pas mal d'œuvres de Stephen King, la salle de bain, généralement, c'est un endroit qui est un peu craignos. Genre, tu as des créatures qui peuvent sortir des toilettes, tu peux te faire attaquer lorsque tu es dans la salle de bain. Ça craint aussi dans les romans d'horreur de se retrouver dans une salle de bain. Donc, je trouve qu'il y a un appel déjà dans cette pièce où lorsque tu as besoin d'être en sécurité, le dernier endroit où tu peux te réfugier, c'est la salle de bain. Mais c'est un cul-de-sac et lorsque tu te fais attaquer ici, bah, c'est vraiment t'es face à tes propres moyens, quoi. Donc il y a déjà un peu ce truc-là comme situation familière. Et notamment le truc de la crise d'angoisse. Alors, à titre personnel, j'ai jamais vécu de crise d'angoisse. Alors, j'ai pas forcément identifié ça comme des crises d'angoisse. Je pense pas être quelqu'un de spécialement sensible à ce niveau-là. Mais pour en avoir parlé avec pas mal de personnes qui ont vécu ça, et tel qu'elles me le décrivaient,
en écrivant une des versions du script, je me suis dit, ça serait intéressant de retransposer en fait ces histoires qu'ont vécu ces gens-là, de se dire j'ai absolument besoin de m'isoler, mais en même temps, tu es tellement vulnérable face à tout ce qu'il peut y avoir autour de toi que ou par ego tu vas rejeter cette aide, ou alors parce que personne ne peut t'aider, ou parce que tu as besoin aussi de garder ta propre dignité, tu peux pas forcément accepter l'aide extérieure, et tu as vraiment en fait besoin de juste souffler, respirer et récupérer en fait le contrôle sur ta situation. Mais si tu n'y arrives pas, la situation s'aggrave, et ce sur quoi tu psychotais va également prendre de l'ampleur. Donc il y a également cette petite transposition qu'ont vécu certaines personnes. J'espère qu'on a été juste sur la façon dont on l'a représenté, parce que je pense que c'est une situation qui est familière pour beaucoup de gens. Bah, en ce qui me concerne, moi, pour le coup, j'ai déjà vécu ça. Et en l'écrivant, c'est vraiment... l'idée, c'était juste retranscrire le sentiment que c'est, surtout quand tu es dans un endroit public, quoi. C'est le fait d'être dans un endroit où il y a du monde. Et comme tu le dis, en fait, la salle de bain, c'est le seul endroit où tu peux généralement t'isoler, ou alors dehors. Mais bon, pour un huis clos, c'est un peu emmerdant. Du coup, la salle de bain, pour nous, c'était vraiment l'endroit le plus intéressant. Et en fait, tu as ce côté que je trouve très, très bien représenté, surtout par Laura. En fait, c'est Laura qui, pour le coup, savait aussi de quoi on parlait, l'a très, très bien représenté. Là où, pour le coup, ni toi ni moi n'avons pu vraiment... n'avons vraiment vécu ça, c'est plus la question après là du harcèlement sexuel. C'est là on avait le personnage du coup de l'extérieur qui, en l'occurrence, représente la maladie, mais fait forcément écho à des scènes que je pense la plupart des femmes ont déjà vécues. Du coup, pour nous, ça allait très bien ensemble, et ça pouvait très bien être une des raisons d'une crise d'angoisse, même si on sait très bien que les crises d'angoisse, elles peuvent être déclenchées par plein de trucs, surtout dans un endroit comme ça. Et dernière chose aussi, je reviens sur le petit... je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont remarqué, mais par rapport à la maladie et au fait que les défenses immunitaires se cassent au fur et à mesure, il y a plein de moments où elle regarde des choses particulières. Donc il y a le fond avec effectivement cette espèce de pourriture qui gagne du terrain au fur et à mesure. Et puis il y a notamment des vitamines. C'est pas des médicaments, c'est spécifiquement c'était des vitamines C et B, je crois, qui sont faites pour booster les défenses immunitaires, et qui se réduisent au fur et à mesure, qui sont de plus en plus vidées au fur et à mesure de temps. C'est très court, mais voilà. Ouais, je l'ai re-regardé votre court-métrage juste avant l'interview, justement, puis c'est la première fois que j'ai tilté effectivement que c'était des vitamines et pas des médicaments, et ça tombe bien parce que je voulais poser la question pourquoi, et du coup ça fait sens avec tout ce que vous venez de dire. Et vous avez beaucoup parlé justement de votre comédienne Laura, et ça tombe bien parce qu'aussi je voulais la féliciter vraiment, parce que je trouve que c'est une des plus douées de tout le casting des Lettres de l'Angoisse, et c'est effectivement aussi quelqu'un qui est beaucoup ressorti dans les interviews précédentes que j'ai pu faire, c'est qu'elle est très 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 douée, et moi du coup je voulais savoir, déjà bravo à elle, et puis surtout c'était quoi un peu la direction que vous lui avez donnée pour qu'elle puisse interpréter tout ça, parce que aussi elle est toute seule dans cette pièce. Voilà, qu'est-ce que vous lui avez donné comme direction? Bah moi personnellement en fait il n'y a pas eu grand chose à lui dire. En fait le truc c'est une professionnelle. Elle a tout de suite compris en fait ce qu'on faisait avec le scénario, et en fait pour tout ce qui va être le côté crise d'angoisse et tout ça, on est un peu là, il y avait aussi notre ingé son, on était un peu entre introvertis, je dirais, sauf Jérôme n'est pas introverti, mais en tout cas on était en majorité d'introvertis, donc on savait à peu près où on voulait aller avec ça en tout cas. Et en fait, ça a été très clair. Je vais expliquer un peu les mêmes choses que je vous ai expliquées là. Et en fait, elle a su tout de suite s'imprégner du personnage, en fait, tout de suite s'imprégner de la situation. Et vraiment, quand on était sur le tournage, il n'y a pas eu grand-chose à lui faire refaire. C'est-à-dire quand on avait une intention précise, c'était vraiment
pinaillait sur 2-3 petits détails, quoi, mais Généralement, c'était technique, ouais, mais ouais, c'était technique, c'était juste décale-toi un petit peu. Est-ce que tu peux un petit peu plus faire comme ça, un petit peu plus faire comme ça, c'est tout, quoi. Vraiment, enfin, on a travaillé avec elle sur nos chroniques du chaos. C'est un personnage qui va être récurrent. Et c'est pareil, en fait, il y a pas grand chose à faire avec, enfin, il y a pas grand chose à faire en termes de direction, vu que c'est une professionnelle, quoi. ouais, C'est ça c'était qui est très super. très fluide de jouer avec elle. Mm. On avait déjà effectivement quelques jours de tournage à notre actif avec elle, mais je tiens à préciser aussi que Laura, au moment où on avait tourné, elle avait déjà été dans 3 différents courts-métrages qui ont été sélectionnés au Nikon. Mm. Donc elle est également très présente dans le milieu du court-métrage et elle a aussi tourné avec des véritables pointures, donc elle savait vraiment ce qu'elle faisait et puis c'était juste extrêmement fluide. On a fait ça, c'était très rapide, c'était pas très compliqué à faire non plus. Bah, encore une fois, on est rodé avec le gars, on a l'habitude de faire du court et de la fiction. Mais là, on a fait ça à une équipe. Au total, on était 4. Je crois pas qu'il y ait de 5e personne. Non, on était 4. On a fait ça à 4 dans On une a fait salle ça de bain, tous mais- les 4 avec Jib et Laura, c'est tout. Ouais, ça s'est plié en une petite journée et puis c'était fait. Là, d'un point de vue purement technique, alors c'est pareil, pardon, d'un point de vue technique et narratif, ça m'intrigue. Il y a une scène dans votre court-métrage, enfin plutôt un plan, qui est où la comédienne elle est face à un miroir, et elle se baisse, et on voit qu'en fait le reflet ne correspond plus à ce qui se passe, à ses mouvements à elle. Moi, du coup, ma question c'était, alors, d'un point de vue narratif, pourquoi? Et d'un point de vue technique, comment? Alors, d'un point de vue narratif, pour moi, c'est le point de bascule. C'est le point de bascule où elle commence à ne plus être elle-même. Voilà, pour moi, narrativement, il n'y a pas besoin de plus. Techniquement, pas très compliqué finalement. Hein. C'est simplement, en fait, on a le plan où elle fait son mouvement. On refait le plan avec personne. Ou alors, là, en l'occurrence, le problème qu'on avait, c'est que comme elle se baissait pas assez. Moi, je voulais qu'elle disparaisse, mais en fait, elle se baissait pas assez. Du coup, on voyait encore son dos. Du coup, on a réutilisé le même plan. Mais en fait, on l'a découpé à partir du miroir. En fait, on a fait un peu de masquage, quoi. Donc, pas super compliqué. Hein, c'est vraiment tout le montage, les effets spéciaux, on a tout fait sur DaVinci. Et pour le truc du miroir, je pense que ça rejoint un peu l'idée d'une sorte de dissonance cognitive qui est un peu le même effet qu'on a lors de la sensation de déjà-vu. Je sais pas si vous savez un peu comment ça se passe. Je le vulgarise, hein, je l'expliquerai pas aussi bien que les spécialistes, les neurologues. Mais en gros, ton cerveau, il peut avoir 2 informations qui sont liées au même événement, mais pas forcément au même moment. Par exemple, tu vois quelque chose et t'as le son qui arrive à un autre moment. Ton cerveau, en fait, il comprend pas trop ce qui se passe et il interprète ça comme s'il avait déjà vu ce truc-là. Ça peut également en fait arriver que tu as une information en fait qui se désynchronise et ces moments en fait où oui, ton cerveau commence à plus fonctionner correctement, quoi. Enfin, dans l'occurrence pour le truc de déjà vu, c'est juste un petit événement qui peut arriver, mais là si on pousse un peu le truc, on peut avoir en fait ce genre d'événement où tu peux ne plus du tout te relayer à ce que tu vois ou à ce que tu entends. Par exemple, est-ce que les voix qui sont de l'autre côté de la porte sont vraiment à l'extérieur? Est-ce qu'elles sont dans sa tête? Est-ce qu'elle voit dans le miroir, ça lui arrive vraiment? Est-ce que quand elle touche la poignée de porte, elle se brûle vraiment la main ou est-ce que c'est elle qui se brûle la main? L'idée, c'est qu'on commence à se dire à ce moment-là, on peut plus vraiment se relayer à ce que le personnage le rapporte, en tout cas. Alors, question toute bête, justement cet effet de pourriture qui grouille petit à petit dans la salle de bain, c'était comment que vous avez fait ça? Et puis surtout, est-ce que c'était pas trop chiant à nettoyer? alors, je suis très content que tu penses que c'était pour de vrai, parce que c'est pas le cas. Alors au début, on s'est demandé, on s'est dit est-ce qu'on le fait en vrai et tout. Jérôme m'a dit c'est ma salle de bain, donc non. Enfin, surtout, ça aurait été très chiant de la nettoyer. On venait de la nettoyer. Oui, c'est ça. Compliqué. Du coup, on a fait des plans fixes surtout. Et j'ai fait ça sur. En fait, je suis un menteur. J'ai dit qu'on a tout fait sur DaVinci. C'est pas vrai. Du coup, j'ai fait ça sur Blender. J'ai fait une espèce de. J'ai refait le coin de la pièce en 3D. J'y ai appliqué cette espèce de pourriture. J'avais regardé quelques tutos pour vraiment faire une espèce de pourriture
en matériaux, en gros en texture, quoi. Je lui ai donné plusieurs aspects différents jusqu'à qui grossit. Et en fait, j'ai supprimé les murs. En fait, j'ai utilisé juste les murs comme un masque. Et en fait, après, j'ai essayé de m'assurer de vraiment fonctionner avec la bonne caméra et tout ça, et de poser le truc. Et ensuite, c'était du travail de masque sur DaVinci. Et il y a aussi un effet tout à la fin de votre segment, avec où il y a la comédienne qui est face à la caméra, où tout le fond est noir, et qu'on commence à voir une main, ou en tout cas quelque chose qui passe sous sa peau. Comment vous avez fait ça, du coup? En fait, ça m'emmerde d'en parler parce que c'est si nul. En fait. non, alors pas de soucis. Non, mais en fait, c'est pareil, c'est juste un masque que j'ai animé. Okay. En gros, où j'ai juste rajouté des effets pour donner un peu plus de luisance, un peu plus pour accentuer les bords, en fait, le centre du masque, en fait, pour les faire plus brillants, en fait, pour donner l'impression de relief. Et vraiment, le truc, il est animé, genre, j'ai juste bougé les trucs dans tous les sens sur des keyframes, et puis et j'espérais que ça rentre bien. J'avais fait quelques tests sur moi quelques semaines avant, et ça faisait la blague, donc on s'est dit, c'est vrai qu'au niveau de la lettre, c'est vrai que le Q, mine de rien, c'est aussi pas une lettre facile, mine de rien. Évident. On fait vite le tour. Ouais, c'est ça. Après, on s'est aussi avancé avec la contrainte. On a fait d'autres trucs. Au final, une fois qu'on a une idée, il n'y a plus qu'à y aller. Mais c'est vrai que tu passes moins de temps à te creuser la tête pour essayer de trouver une idée qui est cohérente avec ta lettre. Si tu tombes sur un A, B, C, t'as beaucoup plus de choix, quoi. Mais il y en a qui ont fait des trucs qui étaient vraiment excellents, alors que les lettres étaient bien ou pas. Ça dépend en fait du talent et des idées de chacun après. Donc en l'occurrence, je trouve que pour les lettres de l'angoisse 2, la plupart des courts-métrages étaient très bien faits, ou alors quand il était un peu moins bien fait, c'est simplement parce que c'est des gens qui ont un peu moins d'expérience dans la vidéo, mais qui avaient quand même la volonté de participer. Donc même si techniquement il y avait des problèmes, il y avait quand même des bonnes idées derrière, il y avait quand même des bons sujets qui étaient bien narrés, donc c'était quand même dans l'ensemble très très cool. J'ai passé un très bon moment en regardant les lettres de l'angoisse. Ouais. Et puis vous, environ depuis le temps que vous avez reçu, depuis le moment où vous avez reçu votre lettre jusqu'au produit final entre guillemets, vous avez mis combien de temps au niveau de l'écriture, tournage, etc. Ça vous a pris combien de temps? Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on l'a reçu très tôt. On a fait partie des premiers, des premiers noms qu'Anthony avait sélectionnés. Et en fait, les deadlines ont beaucoup été repoussés. Et puis nous, à chaque fois qu'elles étaient repoussées, on se disait, bon, on met ça plus tard parce qu'on a des millions de trucs à faire. Donc à chaque fois, on se disait, bon, on le fera quand on pourra. Et le script... on avait des idées de script en fait qu'on évoquait de temps en temps et tout ça, mais finalement quand on s'est dit ok, là c'était quoi, c'était en juin 2024, un truc dans ça, ouais. C'était dans ces eaux-là, on avait fini nos tournages et on s'était dit là on a une fenêtre, on se laisse un mois où on fait ça. Enfin, toi tu m'avais dit là moi j'ai un mois qui est trop compliqué, je te laisse t'occuper de ça. en gros, mais sur la technique, je parle. Oui, non, mais en fait, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est sur la fin, le script, moi, je voyais plus trop ce que je pouvais faire avec. Et tout notre jus de cerveau, en fait, il passait aussi dans notre projet perso avec la saison 2, plus la programmation des vidéos qu'on fait d'habitude sur notre chaîne. Donc, ouais, moi, j'avais plus l'espace psychologique pour attribuer du temps au projet d'Anthony, mais le truc, c'est que je me suis dit, c'est con parce que le projet est pas très compliqué à faire et on sait le faire. On va pas se dégonfler maintenant. Et effectivement, je t'avais déjà un peu laissé faire les modifs sur le script. Tu l'as amélioré de sorte à ce qu'on ait vraiment un truc final qui était vraiment béton. Et après, il y avait plus qu'à le faire. Mais au bout d'un moment, pendant très longtemps, on se disait c'est bon, on a encore du temps. Et au bout d'un moment, on s'est dit
Là, il faut le faire, sinon on le fera jamais en fait. C'est le truc qui sortira pas à temps et on n'a pas envie de mettre Anthony dans l'embarras avec un projet qui sortirait pas à temps parce que c'est aussi compliqué d'être tributaire de 26 personnes qui doivent rendre le court-métrage. Tu dois attendre que le 26e te le rende pour que le truc soit prêt et c'est compliqué. Donc, ouais, au bout d'un moment, on s'est dit où on le fait, où on le fait pas, mais où on le fait maintenant, ou voilà, on aura la bourre et ça va être super embarrassant, ça va être très inconfortable, quoi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, on s'est juste mis à l'eau, on s'est dit, voilà, on se pose un week-end, on le fait. Logan a pris les rênes sur la réalisation, il a dirigé Laura, il nous a donné les indications. Moi, j'ai juste pris le rôle de cadreur sur le set. Mais on me réalise toujours avec moi. Hein, enfin, genre, oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur ce cours, je considère que j'ai quand même donné beaucoup moins d'indications et d'idées que j'aurais fait d'habitude. Là, tu avais donné beaucoup d'indications, j'ai beaucoup suivi. Moi, je considère que c'est à 70% ton projet, celui-là. Okay. Parce que tu as vraiment pris les rênes sur le script, tu as vraiment dirigé lorsqu'on était en tournage. Moi, finalement, je me suis limité à un truc qui était technique. J'avais donné une base de travail, mais qui, je considère, ne correspond plus trop à à l'idée que j'avais en tête lors des premières versions du script. Mais je suis très content de ce que ça en est devenu. Parce que je pense que si ça avait été mon idée, elle se serait juste pas faite, ça aurait été trop compliqué, ou alors on aurait reporté, et ça aurait peut-être pas pris la forme que ça aurait pris, quoi. Donc je préfère largement la façon dont ça s'est fait. Et puis j'aime aussi l'idée qu'on avance un peu avec des équipes réduites. Comme tu disais plus tôt, on bosse beaucoup comme ça, avec des équipes qui sont très réduites, mais avec des moyens qu'on maîtrise. Comme ça nous coûte pas trop cher et l'important, en fait, c'est de conserver l'idée lorsqu'on fait le tournage. Donc, ouais, la technique, c'est pas forcément parfait à la fin. La lumière est pas super travaillée. La mise en scène, c'est pas du Spielberg. Tu vas pas retrouver des travelling qui passent du miroir à la personne à la porte. Tu vas pas forcément voir une technique qui est super élaborée, super chiadée. Mais l'important, c'est qu'on arrive à transmettre notre histoire et qu'on puisse surtout le faire dans de bonnes conditions. Qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions avec les comédiens et avec les gens qui sont là aussi pour nous aider sur les aspects techniques. Ouais. En fait, pour moi, c'était surtout un gros exercice parce que j'ai pas l'habitude de réaliser, j'ai pas l'habitude de monter aussi. Parce que pour le coup, c'était vraiment sur le montage. En plus, on découvrait un peu, on passe un petit peu tous les deux sur DaVinci alors qu'on était plus habitués à Adobe. Ouais. Là, c'était un bel exercice quand même parce que un peu de 3D, un peu de fusion du coup, After Effects, tout ça quoi. Et ne pas oublier quand même le travail de son qu'a fait Jib sur le son, chez Exitium qui a vraiment encore fait un boulot monstrueux. Il s'est occupé de la prise de son sur le tournage, donc en tant que sondier, et ensuite il a retravaillé le son, le sound design, il a fait la musique. Alors pour le coup, en termes de musique, c'est assez léger. Il y a quelques effets. En fait, le truc, c'est que les endroits où il y a le plus de musique ne sont pas vraiment dans le court-métrage parce que on a une autre version du court-métrage où il y a un générique et il y a aussi le titre qu'on avait affiché à l'écran. Du coup, c'est une version qui est sur mon disque dur, mais qui n'est pas celle qu'on peut voir dans le film Les Lettres de l'Angoisse. Mais voilà, il y a quand même un boulot de son assez fou qui a été fait aussi par Jib et qui aide, je trouve, énormément à l'ambiance parce que en fait, dans l'horreur, si le son est pas là, c'est très compliqué, quoi. C'est plus que la moitié du boulot, je pense, le son. Et je suis très content de ce qu'il a fait, moi, personnellement. Il y a plein de petits effets très intéressants qui fonctionnent très, très, très bien. Il y a notamment un Shepard Tone, pour ceux qui connaissent, vers la fin. Alors, ceux qui ne connaissent pas, le Shepard Tone, c'est une espèce d'illusion sonore qui fait que on a l'impression qu'il y a une montée constante, alors que c'est un son qui se répète, qui fonctionne donc, je trouve très bien comme ça, et qui se marie avec le fait que dans l'étalonnage, j'ai voulu faire en sorte que ce soit de plus en plus chaud, pour faire l'idée de monter de la fièvre, de choses comme ça. Donc au début,
comment dire, sur les premiers plans, on peut voir que l'image est assez froide, et plus ça va, plus elle est chaude. Voilà. Du coup, voilà, on a fait ça à peu près sur un mois, je dirais, complet, après la première, comment dire, la première des dernières versions d'écriture. Il y a eu un petit découpage technique, on avait fait ça, je crois, je sais plus comment, on l'a marqué directement sur le scénario, les plans qu'on voulait faire. Ensuite, on a tourné, le montage et l'étalonnage, le son, on a tout fait en un mois, quoi, environ. Après, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui se sont étirées parce qu'on n'est pas dessus à temps plein et aussi on a pris beaucoup de temps en fait entre les périodes, entre le moment où on avait une version finale du script et le moment où on a tourné. Je crois que c'est là qu'il s'est passé le plus de plans, le plus de temps. Parce que dès qu'on avait le script, il y avait une espèce de flou de la date est tout le temps reportée. Et pendant un moment, on savait même pas si les lettres de l'angoisse allaient être maintenues. Du coup, on s'est dit, on attend des nouvelles. Et nous, entre-temps, on était dans notre production de la saison 2. Donc, à un moment, on s'est réveillé, on s'est dit, putain, mec, tu te souviens du... C'était un peu le running gag, un peu, quand on se voyait, c'est... il faut absolument qu'on fasse ça. Ouais, c'est ça, genre, faut trop qu'on le fasse. Ouais, mais il y a des trucs trop importants, putain, t'as raison. Et après, c'est décalé. Au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, c'est pas possible, genre... Merde, on se pose un week-end, on le fait, point barre. Et... Je suis très content qu'on l'ait fait, hein, franchement. Ouais, mais vraiment, en plus, encore une fois, ça s'est très bien passé parce que je me souviens de tout premier tournage, même d'horreur, ça se passait pas toujours bien. Je crois que notre premier gros court-métrage d'horreur qu'on avait fait, Slender Nightmare, alors le résultat est plutôt cool, mais alors 100% du son était inutilisable à la fin. Genre, ah merde, ouais. C'était un enfer. Les ingénieurs partout où on les emmenait, il y avait des klaxons, ils entendaient les hautes fréquences des lignes de tension. Ils entendaient des gens, genre, partout où on emmenait les ingénieurs. Le premier jour, quoi. Ah ouais. Le premier jour, c'était incroyable. On arrive sur le lieu de tournage. On se dit, bon, c'est une forêt, quoi. Tu vois, c'est pas non plus tronçonneuse, avion, ligne électrique, train, voiture, les gens qui partent et qui parlent. Oh là 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 là. Un enfer. Et à la fin, ils nous disent, bon, les gars, en fait, on peut juste rien utiliser, on va tout refaire en post-prod. Un peu la même histoire c'est un peu la même histoire sur la saison 2, hein, de toute façon. L'extérieur, quoi. Les tournages en extérieur. Ouais, et c'est juste une demi-journée où on a perdu le son sur une journée et demie. Oui. Mais ça va au total 6 semaines de tournage, donc 6 semaines de journée de tournage effective. Il y a une journée et demie de son qui ont été perdues et ça a représenté beaucoup de travail pour le même ingé son d'ailleurs qui travaille sur les lettres de l'angoisse. Ça a représenté beaucoup de travail pour lui justement de tout récupérer. On a dû réenregistrer toutes nos voix en post-prod. Mais à ce moment-là, lorsqu'on a fait les lettres de l'angoisse, je pense qu'on était bien rodés, on savait exactement ce qu'on allait faire avec. Donc c'était pas un projet avec des ambitions démesurées, comme par exemple ce qu'a fait mince, je ne retiens pas son prénom. Belleville, c'est Valentin. Valentin Belleville. Lui, ce qu'il a fait, par exemple, je trouve que sur le plan technique, c'est vraiment un truc pro. Ça se voit que c'est vraiment une équipe complète qui a bossé dessus. Il fait pas de la guérilla, quoi. Nous, on préfère travailler avec des moyens réduits, mais avoir des résultats qui sont un peu plus dans l'efficacité, quoi. Vous, justement, tourner un court-métrage comme ça, en dehors de ce que vous faites d'habitude, est-ce que ça vous a donné envie de refaire des choses plus intimistes comme ça, justement détaché de votre univers ? En fait, oui, toujours, tu vois, mais pas possible pour l'instant en tout cas. Quand on pourra, pourquoi pas, mais honnêtement là, on sait que... Enfin, tu vois, moi par exemple, là, je repense beaucoup à notre saison 2, et à où est-ce qu'on peut emmener l'histoire désormais, tout ce qu'on aurait pu faire dans cette saison 2, qu'on aurait pu faire autrement, des choses comme ça. Là maintenant, c'est vrai qu'on est quand même très ancré dans notre univers maintenant, quoi, parce qu'on s'est laissé aussi de la marge de manœuvre pour faire un peu ce qu'on voulait. Mais c'est vrai que des petits courts-métrages comme ça fait plaisir. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas fait ça, hein. Ça faisait des années depuis nos années école de ciné, quoi. Il y a bientôt 10 ans, voilà, je tiens à te rappeler, il y a bientôt 10 ans qu'on est sorti de nos écoles. Après, on n'est jamais vraiment sorti du domaine du court-métrage puisqu'on continuait de faire de la fiction, mais c'était dans le cadre de notre chaîne, en fait. Donc on avait pas mal refait de tournage pour nos projets liés à la chaîne L'Exitium.
Mais c'est vrai que des courts-métrages un peu originaux qui sortent de notre univers qu'on a sur la chaîne, ouais, ça faisait bien 10 ans qu'on on n'avait pas fait. Je cherchais un autre exemple, mais ouais, je crois que notre dernier, c'était... je sais même que c'était quoi le dernier. C'est Lucid Nightmare, hein. Pour moi, je pense que c'est celui-là. Hein. C'était quoi? Lucid Nightmare, hein, Slender. Ouais. Je pense que c'est lui le dernier. Hein. J'ai un doute parce qu'il me semble que 68 est sorti après. Non, du tout. Ah ouais? Ouais, moi je l'ai fait en dernière année d'école. On l'avait fait en oui, d'école. Non, mais par contre, peut-être que c'est Crazy. Ouais, je pense que c'est là. Ça, c'est des courts-métrages, ils sont visibles sur notre chaîne, hein, mais ils sont tout en bas. C'est les toutes premières vidéos qu'on peut voir, mais je pense que personne n'a regardé à part ceux qui ont scrollé jusqu'en bas. Hein. Alors ça, c'était nul, hein. C'était un truc c'est trop drôle. Écrit sur un post-it. La vidéo fait 2 minutes. Elle a mis 2 mois de post-prod à se faire. C'était un enfer. Ah oui, je la vois. Je la vais regarder plus tard. C'est bon. C'est un ersatz de Mad Max avec des petites voitures en fond vert. Et une Renault 5 une Renault 5 clouée. On était dans la Mad Max Mania à ce moment-là. Je voulais trop faire un petit truc à la con avec. Et puis, du coup, là, vous avez tourné votre saison 2, et puis vous sortez quoi? Un épisode tous les mois? Quelque chose comme ça, à peu près? Ouais, à peu près. Là, la programmation, elle est pas mal décalée parce que comme j'ai déménagé, le matos, techniquement, il n'y a rien qui est prêt. J'ai pas d'internet. Là, c'est très compliqué pour moi de continuer d'avancer comme je l'entends. Mais on a la vidéo de ce mois-ci qui aurait dû sortir le 5. Elle va sortir un peu plus tard que prévu parce que déjà, c'est la vidéo la plus longue de notre chaîne. Mais aussi, je rencontre pas mal de problèmes techniques, donc ça prend un peu de temps. Mais ouais, l'idée, c'est qu'on essaie de sortir un épisode des Chroniques du Chaos chaque mois. On essaye. Je pense que parfois, on va se laisser un peu de marge, on va sortir des projets un peu plus courts, faire en sorte à ce que notre format court redevienne vraiment un format court et pas un format d'1 heure et demie comme ça a été le cas dernièrement. Mais l'idée, c'est de rythmer un peu la sortie des épisodes et faire en sorte à ce que les gens ils puissent découvrir un peu au fur et à mesure l'histoire qu'on a derrière les chroniques. Parce qu'on va analyser effectivement les incontournables des films post-apocalyptiques, mais l'idée c'est de montrer qu'on tire un peu des apprentissages de toute cette passion qu'on a pour ces univers et qu'on crée aussi notre propre univers derrière, quoi. En tout cas, moi je dois dire que je suis absolument bluffé par votre travail parce que faut dire que de la chronique fiction sur internet, enfin sur YouTube, je trouve qu'il y en a peu qui est vraiment qualitative, autant d'un point de vue de la fiction, de la réalisation technique, etc. et autant de tout l'aspect chronique, et que pour moi vous faites partie du haut du panier. Et franchement bravo. Ça va droit au cœur. C'est très facile. Ouais, avec plaisir. Moi de mon côté, j'ai plus de questions à vous poser. J'ai beaucoup aimé cette interview, ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous. Je sais pas si vous avez un petit mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices qui nous écouteraient encore, par hasard. Faites des films. Faites des films. C'est ça. Même sans pognon, faites des films.